tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Alors que les candidats ont reçu les premiers résultats hier sur Parcoursup, eh bien nombreux sont ceux qui pointent du doigt des dysfonctionnements. Alors comment les conseiller au mieux? Faut-il un changement de méthode pour l'orientation de nos enfants? On en parle dans un instant avec nos invités. Développer l'empathie et la volonté du vivre ensemble, c'est la mission que se sont donnés les membres de l'association L'école de la philanthropie. Sa déléguée générale sera avec nous en deuxième partie d'émission. Puis enfin, c'est vendredi. Et vendredi, eh bien, on donne la parole aux enfants. Cette semaine, on leur a demandé ce qu'ils aimaient regarder à la télévision. Mais tout de suite, on retrouve Mickaël Dorian pour l'actualité en bref. Mickaël, en pleine forme? En pleine forme. Toujours. Toujours. Alors, l'actualité, la campagne pour les législatives se poursuit ce matin. Jean-Luc Mélenchon était l'invité de France Info. Le leader de la France Insoumise, qui se voit déjà Premier ministre, a notamment détaillé le programme pour l'école de la NUPS, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Écoutez. La ressource numéro 1 de la France, c'est l'intelligence de ses enfants, la matière grise et la capacité à former les jeunes gens. Donc, si je suis le Premier ministre, si la NUPS est majoritaire, nous rétablirons l'homogénéité de l'enseignement dans tout le pays. C'est-à-dire que les diplômes auront la même valeur, nous supprimerons Parcoursup, nous supprimerons les horaires aléatoires prévus dans le collège, nous recruterons des enseignants autant qu'il en faut jusqu'à ce que tout le monde soit bien encadré et bien éduqué. Jean-Luc Mélenchon, toujours en forme, Oui. qui a également évoqué le projet d'Emmanuel Macron sur l'école du futur. Interrogé sur les propositions faites par le président de la République et Pape Ndiaye à Marseille jeudi, Jean-Luc Mélenchon a critiqué les écoles du futur en test actuellement dans la cité phocéenne, un modèle qui selon lui n'a pas de sens. C'est abominable, parce que ça veut dire morceler le système scolaire français en établissements autonomes et concurrents. Et quand on dit autonome et concurrent, ça veut dire que les programmes ne seront pas les mêmes d'un établissement à l'autre, les normes de recrutement des enseignants ne seront pas les mêmes, si bien que, pour moi qui représente d'abord et avant tout le peuple populaire, ça veut dire qu'on aura la double peine pour nous. C'est-à-dire que votre diplôme, vous aurez un bac, mais on vous dira « Oui, mais c'est un bac d'où ? De quel lycée ?» Jean-Luc Mélenchon qui a ajouté un peu plus tard, à partir du moment où un chef d'établissement choisit les enseignants, nous allons avoir immédiatement une prime au copinage. Suite des infos, eh bien depuis hier soir, la phase d'admission est ouverte sur Parcoursup et les premiers résultats tombent pour les élèves au compte-gouttes. Oui, au compte-gouttes, car cette phase d'admission se poursuit jusqu'au 15 juillet et pendant ce temps, les places se libèrent en fonction des choix des uns et des autres. Un système qu'il faut entièrement revoir selon Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU, interrogée ce matin sur France Inter. Ça veut dire tout simplement qu'on met en place un système d'affectation transparent qui ne prend pas en compte l'origine géographique ou l'origine sociale des élèves, un système dans lequel il y a suffisamment de place dans le supérieur pour que finalement les élèves puissent avoir l'orientation de leur choix, orientation qui serait aussi préparée en amont, c'est-à-dire qu'avec les élèves tout au long de leur scolarité au lycée, on travaille leur projet d'orientation pour qu'ils soient Mais on réfléchis. ne dit pas non à un élève. S'il veut aller dans une filière, automatiquement on crée une place. En tout cas, on crée suffisamment de place pour accueillir les élèves. Et ce qu'il faut bien voir quand même aujourd'hui, c'est la violence de Parcoursup. Ce qui a été dit par l'auditrice, on l'a tous vécu en tant qu'enseignant, on a tous récupéré des élèves qui sont au fond du trou. Moi, hier soir, j'ai eu des témoignages de certains de mes élèves qui sont exactement dans la même situation. Et comme je vous l'ai dit en début de journal, eh bien, ce sera justement l'objet de la question du jour Parcoursup aujourd'hui. Cette histoire continue de faire polémique. Vous nous en parliez hier, Mickaël. Une école près de Lyon qui a pris la décision d'isoler les élèves harceleurs pendant la récréation. Polémique à tel point que le maire de la commune dans laquelle se trouve cette école primaire a voulu s'expliquer sur RMC ce vendredi. Olivier Arrojo, maire de Charly, qui refuse que l'on parle d'isolement. Écoutez, c'était dans Estelle Midi. Je veux rétablir quand même une vérité. Il n'y a pas d'isolement des enfants dont on parle actuellement. Il y a une zone dans la cour d'école qui est un peu plus surveillée que les autres et cette zone est accessible à tous les enfants. Je rappelle que c'est 233 élèves dans cette école primaire et les difficultés concernent 5 à 6 enfants uniquement. Donc il est important de ne pas en faire une généralité dans l'école. Il n'y a pas d'isolement de ces enfants-là, il y a simplement une zone qui est un peu plus surveillée où effectivement on demande à ces enfants de rester dans cette moitié de cours de jeu.
Assez étrange, effectivement. Merci, Mickaël. Alors que les premiers résultats de Parcoursup sont tombés hier soir, comment justement envisager la suite? On en parle tout de suite. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Pauline Le Baron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des questions universitaires à l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France. Merci d'être là. Face à vous, Alban Mizy, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en sociologie et vous préparez une thèse sur Parcoursup. J'aimerais commencer par vous faire écouter le témoignage d'une maman ce matin sur France Inter. Sa fille venait de découvrir ses premiers résultats sur Parcoursup. C'est assez édifiant. Écoutez. Hier, on s'est connecté sur Parcoursup. Sur 10 de ses choix, 7 étaient orientés sciences politiques. Et elle est en liste d'attente, mais pas forcément en bonne position. Elle me dit, j'ai bossé comme une malade. J'ai eu le Covid, j'ai été mal, j'ai fait tout. Et on me regarde avec un chiffre. Je suis en colère, maman, je ne sais pas quoi faire. Si c'est ça mon avenir, ça ne m'intéresse pas. Elle s'est mise au fond de son lit, elle révise sa philo. Elle me dit, t'imagines, 10 jours avant ma philo, me casser le moral. Comme ça, je trouve ça dégueulasse. Ce système, il n'est pas du tout adapté, même si au début on pensait bien, mais on a passé des mois à s'inscrire dessus, à rédiger des courriers, à montrer notre volonté. On ne prend pas en compte notre état d'être humain. On ne prend pas en compte notre état d'être humain. C'est absolument terrible quand on entend la détresse de cette maman, témoignage dans l'émission de Jérôme Cadet ce matin sur France Inter. Eh bien, on ne peut que être choqué. On l'est évidemment ici. J'imagine que c'est votre cas aussi, Pauline Le Baron. Est-ce que vous faites face aussi à d'autres témoignages comme celui-ci depuis hier? On fait face à énormément de témoignages de jeunes qui se trouvent sans aucune proposition d'inscription sur Parcoursup. À l'UNEF, on est totalement indigné par cette situation sur laquelle on avait alerté avant la mise en place de la plateforme, puisqu'on dénonce déjà la hiérarchisation des vœux dans le système l'absence de hiérarchisation des vœux dans le système de Parcoursup, qui fait que là, on a quasiment un jeune sur 2 candidats sur Parcoursup qui se retrouvent sans proposition d'admission au moment des résultats. Avec APB, c'était 19%, ce qui était déjà trop, mais ce qui était nettement moins du fait de la hiérarchisation des vœux. Et c'est d'une violence sans nom pour les jeunes, et d'autant plus pour les jeunes qui sont de milieux défavorisés, les jeunes qui ont des dossiers scolaires un peu moins bons, qui restent des bons élèves, puisqu'ils ont, à partir du moment où on a le baccalauréat, on estime à l'UNEF qu'on doit pouvoir accéder à l'enseignement supérieur, avoir ce droit-là, et qui en fait se retrouvent face à des refus, être en liste d'attente, aussi parce qu'on a un contexte de manque de place criant dans l'enseignement supérieur, qui est lié à un manque d'investissement depuis des années, un manque d'anticipation des évolutions démographiques, avec une baisse aussi de l'investissement par étudiant depuis des années. Et donc, face à ça, je pense qu'il y a une urgence à augmenter le nombre de places et aussi à supprimer la sélection qui a été instaurée par Parcoursup, la sélection à l'entrée des licences, qui fait qu'on a vraiment un classement des jeunes sur leur dossier scolaire. Et qu'on normalise la sélection et en fait, derrière, on produit des inégalités sociales et une ségrégation sociale dans l'enseignement supérieur. Alors évidemment, vous parlez des élèves qui ont des dossiers aussi difficiles. Évidemment, on imagine les inégalités criantes qu'il y a entre les différents étudiants. Mais Alban Mizy, on le voit aussi, des témoignages comme celui-ci. J'en ai d'autres, notamment autour de moi. Une jeune fille qui a 16,5 de moyenne générale. Et dans les licences qu'elle a demandées, eh bien, elle a eu 17 et 18 de moyenne toute l'année. Et pourtant, elle a été refusée. Comment c'est possible ça? Comment ça arrive? C'est-à-dire que même si on est très bon ou qu'on soit très mauvais, c'est quoi cet algorithme? Qui décide? Comment ça se passe en fait? L'algorithme ne fait qu'automatiser des décisions qui sont humaines. On a un problème d'une procédure globale et évidemment d'une offre qui est très limitée dans l'enseignement supérieur et qui n'a pas suivi la courbe démographique. Ce qu'on vient d'entendre, l'extrait qu'on vient d'entendre, il est vraiment difficile, hein, et en même temps, c'est des paroles qui sont révélatrices du casse-tête que représente Parcoursup et l'orientation pour les candidats, pour leurs familles. Sont révélatrices aussi de l'investissement que ça demande, du coût émotionnel mobilisé dans la procédure, et du retour sur investissement qui parfois est insultant. Donc voilà, on vient d'entendre une dame qui a peur pour l'avenir de sa fille, et on peut la comprendre.
Et oui, d'ailleurs, vous la comprenez tellement que vous avez fait un article à ce sujet hier, vous écrivez une thèse sur Parcoursup en ce moment. Enfin, c'est un vrai sujet qui fait débat. On a reçu beaucoup de monde ici de l'enseignement. On était, pourquoi pas, assez optimiste au départ en se disant réformer le système, mais on a l'impression que ce système, en fait, crée de plus en plus d'inégalités. Cette phase d'annonce, cette phase d'angoisse terrible des résultats, elle est aussi la suite d'une phase terrible de stress pour la constitution du dossier de Parcoursup. Donc, comment fait-on quand on a 16-17 ans pour prendre des décisions si importantes ? C'est là tout le problème. Il y a des candidats qui sont dans un écosystème lycéen, avec des partenaires, avec des enseignants, avec des familles. Et là-dessus, il y a beaucoup d'inégalités en termes de construction du projet professionnel, en termes de maîtrise de l'outil, des échéances et tout simplement des codes de l'enseignement supérieur. Vous l'avez dit, voilà, c'est une procédure qui a l'air visiblement à bout de souffle et qui ne tient pas ses promesses, d'une orientation du secondaire au supérieur, plus fluide, plus humaine, pour reprendre les mots qui ont été dits par le ministère, moins stressante. Parcoursup, c'est long, ça vient d'être dit. C'est une procédure qui implique des listes d'attente à rallonge. Tout ça n'arrange rien au stress. Donc, le bon côté, c'est que Parcoursup, par rapport à Admission Post-Bac, il y a eu un énorme progrès sur l'accès à l'information, des exigences, des filières, des formations, des débouchés. Voilà, on a des fiches de formation qui sont pour le coup accessibles dans une seule plateforme et bien faites. Il n'empêche que c'est loin de compenser tout le reste et les bons aspects se gagnent en gouttes et se perdent en litres. Alban Mizy, c'est un système finalement qui est incompris. Parcoursup, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on demande à des lycéens, lors de la constitution du dossier, après avoir formulé leurs vœux, de rédiger des lettres de motivation pour, au final, on le constate comme avec la maman qu'on vient d'écouter, être que des numéros à la fin. Donc finalement, à quoi ça sert de leur demander de remplir des lettres de motivation à ces lycéens ? Parcoursup, tout comme Admission Post-Bac, servait à gérer des flux. On partait du principe qu'il y a un certain nombre de places à donner, un certain nombre de places à remplir dans l'enseignement supérieur et un certain nombre de lycéens et de lycéennes ou d'étudiants en réorientation ou d'individus en réorientation professionnelle qui vont vouloir ces places. Donc on a un algorithme général qui doit simplement gérer des flux entre les préférences des uns et les préférences des autres. Le problème en individualisant autant l'orientation, c'est que les individus sont amenés du coup à devoir se vendre, entre guillemets, voilà, comme vous l'avez dit, on crée des CV, des lettres de motivation. Rédiger une lettre de motivation, ça se connecte à des compétences sociales, à des compétences des parents, à l'entourage. Et puis, il faut rédiger 10 lettres de motivation, ce qui veut dire potentiellement mentir 9 fois, puisqu'on ne va pas écrire sur une lettre de motivation « Bon, moi, je préférais aller en histoire, mais oui. Je mets ça au cas où. » Non, on a 10 passions, on veut absolument les 10 vœux, évidemment. Donc, voilà le souci avec Parcoursup, c'est qu'on a surindividualisé l'orientation et on rend prégnante la dimension tactique, entrepreneuriale, et on se pose beaucoup moins la question de la vocation, de ce que j'aimerais faire, de quel métier me plairait. Le but, c'est d'avoir une chose et on est en concurrence. Alors qu'au départ, c'était quand même le but, justement. C'était la question philosophique de se demander réellement qu'est-ce qu'on a envie de faire plus tard et dans quelle direction on veut aller. Pauline Le Baron, à l'UNEF, vous avez mis en place ce dispositif SOS Inscription. Ça fait combien de temps qu'il existe ce dispositif et à quel point vous vous rendez compte que c'est utile d'accompagner aussi bien les jeunes que les moins jeunes, c'est-à-dire les parents? Oui, alors ce dispositif, il existe depuis 2014. On l'a mis en place avec d'autres organisations, la Voix lycéenne, le Syndicat des avocats de France, la FCP, et maintenant on a aussi l'association Bref Jeunes qui en fait partie. Et on voit qu'il y a un réel besoin d'accompagnement, puisque actuellement l'accompagnement n'est pas fait par personne d'autre. On a des commissions d'accès à l'enseignement supérieur qui sont censées effectuer un accompagnement qui est quasiment inexistant et qui commence assez tardivement. Et on a des étudiants qui sont inquiets, qui sont angoissés, justement face au peu de propositions qu'ils reçoivent, l'absence de propositions souvent d'admission qu'ils reçoivent. Et donc, nous, en fait, on les accompagne, on répond à leurs questions aussi, et pas que aux jeunes qui n'ont pas de réponse à leur demande, qui n'ont pas de proposition d'admission sur Parcoursup, mais aussi à l'ensemble des jeunes qui se posent des questions sur comment ça se passe l'inscription dans le supérieur.
il y a beaucoup d'autres difficultés qui peuvent survenir et donc on accompagne ces jeunes-là. On a une adresse email, sosinscription@unef.fr, donc il ne faut pas hésiter à contacter pour nous transmettre des questions ou tout dossier en absence quand on a des difficultés d'inscription dans le supérieur. Et ensuite, ça nous permet donc de pouvoir obtenir l'inscription d'un certain nombre d'étudiants dans différentes filières. Donc, si je comprends bien, Pauline, il y a, pour ceux qui ont fait leur choix et qui, d'un coup, ont des réponses positives, ok, ça, c'est dans le meilleur des cas, super, ils répondent, oui, j'accepte et je renonce aux autres vœux, ça, on a compris. Ceux qui sont en attente et qui ont plusieurs possibilités, bon, tant mieux, il faut qu'ils fassent un choix. Pour ceux qui ont zéro choix, qui ont donc des refus partout, qu'est-ce qui se passe? Il y a une possibilité jusqu'au 15, c'est ça, juillet, d'être dans une phase d'attente où tous les jours, toutes les heures, il faut se connecter pour voir si ça a évolué? Oui, exactement, et c'est ce qui est très anxiogène, c'est que les réponses arrivent progressivement, vu qu'il n'y a pas de hiérarchisation des vœux. Donc chaque jour, aller consulter, voir si on a une admission ou non. On a ensuite la phase complémentaire qui débute là à partir de la fin du mois de juin, où les jeunes qui n'ont toujours pas de proposition d'admission via la phase principale peuvent essayer de s'inscrire dans des formations où il reste des places disponibles. La phase complémentaire, elle s'étend jusqu'au milieu du mois de septembre, donc ça peut signifier pour des jeunes, des lycéens, de passer un été entier dans l'angoisse de ne pas savoir ce qu'on va faire l'année prochaine et de ne pas pouvoir avoir le droit de poursuivre son projet d'avenir. Et donc nous, à l'UNEF, on a mis en place avec d'autres organisations en 2014 un dispositif, le dispositif SOS Inscription. Donc sur cette plateforme, les jeunes qui se retrouvent dans cette situation de ne pas avoir de proposition d'admission pour l'an prochain peuvent nous contacter. On les accompagne dès maintenant et jusqu'à la phase complémentaire pour essayer aussi de trouver une solution, d'aller ensuite vers les universités et d'essayer d'obtenir des inscriptions pour ces jeunes, pour qu'en fait, le moins possible de lycéens se retrouvent sans possibilité de poursuivre leurs études l'an prochain. Mais comment vous faites, vous, à l'UNEF, pour pouvoir décrocher tout d'un coup un vœu possible, un choix, une filière possible, quand Parcoursup ne le propose pas? Qu'est-ce qui vous permet de le faire? Comment ça se fait que, dans la logique de Parcoursup, tout d'un coup, on se retrouve coincé et qu'on doit passer son été à essayer de trouver des solutions à droite à gauche pour pouvoir réussir à faire des études en France? Là-dessus, alors nous, on accompagne les jeunes, notamment sur la rédaction de recours, pour pouvoir obtenir d'universités qui ont refusé les lycéens, que finalement ces lycéens soient admis. Donc ça, c'est une des possibilités qu'on a. Et en fait, si on se retrouve avec tant de jeunes qui sont dans cette situation, c'est notamment en lien avec le manque de place qu'il y a dans l'enseignement supérieur actuellement. Donc c'est un problème de fond qu'on a aujourd'hui. Et donc cumulé avec une sélection qui en fait fait un tri sur dossier, sur des critères académiques des lycéens, on se retrouve donc avec aussi un tri social derrière qui est fait des jeunes à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Choisir son orientation, c'est aussi choisir une ville, c'est donc un changement de vie, c'est aussi un nouveau logement. C'est une très lourde responsabilité aussi, Alban Mizy, pour tous ces jeunes étudiants qui, je leur dis, sont souvent 16, 17, 18 ans, qui donc voient vraiment une orientation, un changement de vie, un changement de ville, trouver un logement, et tout ça dans une incertitude totale. Oui, mais c'est même un choix, une finalité qui parfois est subie. Vous avez des tas d'exemples de lycéennes et de lycéens qui vivent à 100 mètres du fac dans leur ville, mais qui n'ont pas été pris et qui vont devoir aller à l'autre bout de la France pour aller dans cette même université qui, dans leur ville, se situe juste à côté de chez eux. Ce qui implique de devoir se loger, ce qui est très compliqué dans plusieurs grandes villes, ce qui implique d'être loin de la famille, de ses parents, de ses amis, de son environnement, donc d'un cadre sécurisant. Donc, il y a la question de Parcoursup, et vous avez raison, il y a la question de tout ce qui déborde de Parcoursup. Eh bien oui, évidemment. Et alors, du coup, on se pose la question aussi d'utilité du bac, parce que finalement, Parcoursup dépend aussi de cet examen final, mais cet examen final, il n'est pas pris en compte, puisqu'en fait, c'est le dossier durant toute l'année qui est pris en compte pour Parcoursup. Donc, on en fait quoi de ce bac ? On en fait quoi? Ça, je ne sais pas vraiment. Par contre, il est vrai que la formule du bac a vraiment changé. Il y a de moins en moins d'examens terminales où tout se joue et de plus en plus de contrôle continu, ce qui, au passage, pose la question de l'équivalence d'un bac Henri IV par rapport à un bac dans un lycée dans une ville de province. Donc, oui, effectivement.
Vous écrivez une thèse, je le disais, sur Parcoursup. Outre tout ce qu'on vient d'évoquer à l'instant comme inquiétude, comme angoisse pour les parents, pour les étudiants, la manière dont voilà, on est face à un algorithme et on ne sait pas ce qui va se passer, on attend juste que ça se débloque. Qu'est-ce que vous avez donc pu voir justement en écrivant votre thèse, en étant dessus, comme problématique sur Parcoursup? Faut-il maintenir Parcoursup ou pas, selon vous? Ben, comme je l'ai dit, Parcoursup n'est pas une boîte noire, n'est pas la boîte noire qu'on dit. L'algorithme de Parcoursup ne décide rien, il n'est pas coercitif, il automatise des décisions qui viennent un peu de chaque côté. Par contre, je comprends entièrement que les usagers de Parcoursup en arrivent à se dire que c'est une boîte noire, puisque c'est totalement opaque. Et vu que c'est opaque, c'est l'explication qui paraît la plus plausible. On a une boîte noire, c'est un peu arbitraire et ça envoie des résultats. Bon, on ne sait pas vraiment comment ça se passe et c'est un problème aussi, puisqu'il faut prendre les candidats au sérieux. Il faut leur expliquer, il faut qu'ils aient des raisons, des outils d'analyse sur pourquoi ils ont été refusés ou pourquoi ils ont été pris. Alors, supprimer, modifier Parcoursup, ça c'était dans le programme de tous les candidats de gauche au présidentiel. Et même de certains candidats de droite qui commençaient à comprendre qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond dans Parcoursup. On le sait, Parcoursup c'est stressant. Même Emmanuel Macron, le président réélu, nous a dit que dans une autre chaîne que du stress en orientation, il en faut. Donc voilà, son équipe de campagne et lui-même ont compris que oui, Parcoursup c'est stressant, la procédure est stressante. Mais ils ont l'air d'estimer que c'est comme ça, c'est normal de stresser et c'est même bien de stresser. Donc la maman en larmes qu'on a entendue tout à l'heure peut apparemment s'en prendre qu'à elle-même ou à sa fille. C'est tellement bien de stresser qu'en plus ils donnent les résultats une semaine avant l'épreuve de philo. L'épreuve de philo en plus, qui est vraiment l'épreuve où là on doit être concentré sur la réflexion, sur l'apaisement pour pouvoir étudier. Qu'est-ce que vous en pensez aussi de ces dates posées ? Pourquoi avoir posé cela juste avant l'épreuve de philo? Même au-delà de la date, au-delà de l'épreuve de philo, l'année de terminale, voire même de première et de seconde avec le choix des spécialités, sont des périodes où les lycéens cumulent les impératifs, où ils ont énormément de choses à faire, énormément de choses auxquelles penser, énormément de choses sur lesquelles ils doivent se concentrer. Alors, évidemment, c'est toujours un timing délicat à gérer. De surcroît, lorsque l'année se termine, de surcroît, lorsque les résultats tombent et qu'il faut en plus devoir trouver l'énergie pour se concentrer dans le bac qui, in fine, est passé derrière Parcoursup dans les préoccupations des candidats. Et oui, voilà, c'est ça, c'est là où on en vient. Mickaël ? Alban Mizzi, le vrai problème de Parcoursup, c'est un problème de transparence finalement. Est-ce que c'est encore un souci de communication de la part de l'éducation nationale auprès des lycéens, un manque de communication? C'est un des problèmes. Il y a aussi le problème qui a été expliqué par Pauline, qui est celui de la lenteur. Mais vous avez raison, Parcoursup, c'est particulièrement opaque, à un point tel que, comme on l'a dit, les lycéens et les lycéennes, leurs parents, leur entourage, cherchent un peu des explications à ces résultats, parce qu'on ne leur donne pas ces explications. Juste Pauline Le Baron, dernière question par rapport à tout cela. Alban Mizzi faisait de l'humour, mais je le rejoins là-dessus. Quand on écrit 10 lettres de motivation, on ne peut pas être motivé 10 fois de la même manière pour chaque formation, et c'est bien normal. Donc bon, ça devient un peu risible l'histoire. Est-ce que vous aussi, vous aidez finalement les familles, donc autant les étudiants que les parents, à faire des choix réels avant même cette problématique qui se pose là des résultats? Je parle en amont, à trouver en fait vraiment l'information qui vous scie. Alors nous, là-dessus, on s'occupe de l'accompagnement uniquement des jeunes une fois les résultats tombés, s'ils sont sans inscription. Par contre, justement, on revendique aussi qu'il puisse y avoir un véritable service public de l'orientation avec du personnel, beaucoup plus de personnel dès le lycée et ensuite dans l'enseignement supérieur, pour pouvoir accompagner les jeunes dans leur orientation véritablement, que ce ne soit pas des enseignants qui le fassent comme c'est le cas actuellement et où on se retrouve, comme ça a pu être chiffré par un collectif, le collectif Nos Services Publics, avec un coût de 100 millions d'euros pour tout simplement cet accompagnement des lycéens. Et après, on dénonce justement aussi tout cet effort très chronophage supplémentaire demandé aux lycéens pour très peu finalement de devoir écrire autant de lettres de motivation. Et j'aimerais juste quand même revenir sur un point important sur lequel je ne suis pas tout à fait en accord avec ce qui a été dit par Alban, sur la question de la transparence de Parcoursup, parce que autant l'algorithme central de Parcoursup, il est assez, c'est clair et il ne fait pas de choix, de décision de qui est-ce qui est admis ou pas.
Par contre, la mise en place de la sélection à l'entrée de l'université, qui est pour nous à l'UNEF le véritable principal problème derrière Parcoursup, a entraîné l'apparition de 15 000 algorithmes locaux. C'est considérable dans les universités, puisqu'on a des universités qui accueillent énormément d'étudiants, qui doivent faire un classement de ces étudiants, donc qui le font sur le dossier académique. Humainement, ce n'est pas possible de gérer ça sans évidemment de personnel supplémentaire dans les universités pour le faire. Et sur ces algorithmes locaux-là, nous n'avons aucune transparence. On a fait des recours juridiques à l'UNEF à ce sujet. On est allé jusqu'au Conseil d'État sur cette question. Le Conseil constitutionnel ensuite, qui a été saisi, a rendu une décision contraignant les établissements à être plus transparents sur ces algorithmes locaux. Mais en fait, on a uniquement des rapports de sélection qui en fait n'entrent pas dans le détail de l'algorithme. Pour être un peu plus concrète, on ne sait pas si à l'Université de Toulouse, la note en français a été comptabilisée avec un coefficient de 8 dans l'algorithme, alors que par exemple à l'Université de Paris 1, ça va être un coefficient de 3, alors que l'histoire géo va avoir beaucoup plus d'impact par exemple. Sachant qu'on a des algorithmes locaux, pas juste pour un établissement, mais à l'échelle de chaque formation presque. Et donc sur ça, les jeunes n'ont aucune information. Et on dénonce aussi certains critères discriminatoires qui sont utilisés dans ce cadre-là d'algorithmes locaux, comme le lycée d'origine. Et ça voilà, juste pour finir, le défenseur des droits et la Cour des comptes ont aussi alerté sur la problématique de ce critère discriminatoire qu'est le lycée d'origine. Oui, parce qu'en fait, ça, pour le coup, c'est pas du tout anonyme. Ça, on sait d'où ça vient. Effectivement, je comprends tout à fait. Bien, écoutez, merci pour ces précisions, Pauline Le Baron. Je rappelle que vous êtes responsable des questions universitaires à l'UNEF, Union nationale des étudiants de France. Merci d'avoir été avec nous. Merci également, Alban Mizy, d'avoir été avec nous. Hâte de lire votre thèse totale, complète sur Parcoursup. Je rappelle que vous êtes doctorant en sociologie. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous sur le Grand JT. Et je vous propose de se reparler à l'issue de cette phase complémentaire qui sera valable jusqu'au 16 septembre, notez-le quand même, hein. Donc de faire le point voilà, à la rentrée, pour savoir comment se sont sorties les familles sur Parcoursup. Merci 1000 fois, restez avec nous, on se retrouve juste après la pub. De retour dans le Grand JT de l'éducation, j'accueille Carole Rémini. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée générale de l'école de la philanthropie. Alors ça, c'est magnifique. Quel programme! Mais oui, quel programme! Ça veut tout dire. Racontez-nous ce que c'est que l'école de la philanthropie. Alors, l'école de la philanthropie, c'est une association qui est née il y a environ 10 ans. On fête officiellement nos 10 ans cette année. Et qui a voulu, développer chez les enfants ce qu'on appelle des comportements prosociaux. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'un comportement prosocial? C'est un comportement qui est volontaire d'abord et qui vise à apporter à l'autre un bénéfice, un bien-être. Donc ça veut dire aider, consoler, réconforter, coopérer. Bienveillant, positif. Absolument. Dans l'intégration. Et surtout dans le lien à l'autre, en fait. Et on s'est dit que la philanthropie, en repartant à l'étymologie du mot, c'est l'amour du genre humain, était un formidable levier d'éducation et de développement personnel. Parce que ça veut dire qu'on va travailler le lien à l'autre, le lien à notre environnement, et qu'on va se découvrir aussi soi-même, découvrir que nous sommes tous égaux et tous différents, que chacun a ses richesses et que c'est ça qui construit un monde. Et voilà, on estime que c'est avec ce levier de la philanthropie qu'on peut le construire. Alors vous allez me dire que j'ai forcément l'esprit tordu, mais je me dis que si ça existe, l'école de la philanthropie, c'est que forcément, il y a un problème pour qu'on se pose la question de devoir créer l'école de la philanthropie. Est-ce que vous pensez que l'école n'a pas été assez inclusive, bienveillante, n'a pas été justement dans cette philanthropie de l'autre ? Alors oui, s'il y a un problème, s'il y a un problème, il y a un problème social. Enfin, donc, je pense qu'on l'a vu, au moment du Covid, où finalement on a retrouvé, s'il y a eu des élans de solidarité dès le début, ensuite on a vu une société très atomisée. On voit ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. On a vu aussi des dissensions, évidemment, au moment des élections, et on en verra certainement encore. Faire société ne va pas de soi. D'emblée, la nature humaine est celle-là, et l'école est porteuse de ça. Et
peut être en droit d'espérer qu'effectivement, elle va aider à tisser du lien entre toutes les composantes d'une société. Et oui, l'école a toujours été officiellement là pour dispenser ce qu'on appelle les fameux savoirs fondamentaux. Alors, cela dit, Jean-Michel Blanquer incluait dans les savoirs fondamentaux, malgré tout ce qui était de l'ordre de l'enseignement moral et civique, mais clairement, ça reste évidemment à l'initiative des enseignants. Cet apprentissage justement de l'altérité, de l'altruisme, de la coopération se fait parfois quand l'enseignant a une sensibilité particulière et puis d'autres pas. Et puis on sait que l'école finalement reflète aujourd'hui les mêmes mots que les mots de la société de façon globale, à savoir une forme de ségrégation, de communautarisme. Oui, parce que vous citiez le Covid, la pandémie, l'Ukraine, mais moi l'école a 10 ans, donc ça veut dire que vous avez posé la question avant quand elle a créé de l'école. C'est-à-dire que vous avez senti qu'en fait, finalement, l'école, en tout cas en France, n'est pas faite pour que finalement les enfants, les étudiants s'y sentent bien, qu'il y a un problème quand même de rapport social entre les enseignants, l'école, la société. C'était pas tant effectivement au sein de l'école elle-même, mais finalement sur la façon dont en France on pouvait aussi vivre la générosité et l'altruisme. Alors que c'est quelque chose, quand l'école de la philanthropie a été créée, c'était d'abord en regardant ce qui se passait dans les pays anglo-saxons. Où finalement, la générosité est quelque chose de beaucoup plus ancré. Et à l'époque, c'était peut-être en surface, on ne sait pas. Alors, les chiffres, c'était une plaisanterie. C'est possible, mais en tout cas, par exemple, les chiffres des donateurs sur les jeunes adultes, je ne sais plus si c'est le double ou le triple de ce qui est le cas en France. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même cette culture-là qui est vraiment bien ancrée, ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons le giving back. Alors, nous, en France, on a quand même une culture de la générosité. Les enseignants ont quand même beaucoup pratiqué des actions de solidarité en classe, mais nous, on avait envie de créer autre chose ou d'apporter autre chose qu'une solidarité ponctuelle. Une solidarité qui vienne apporter une bonne conscience, mais au contraire, on avait envie de contribuer à élaborer chez les enfants une citoyenneté engagée et éclairée. C'est vraiment comprendre le monde dans lequel on vit et puis avoir envie d'agir pour faire bouger les choses. Comment vous les mettez en pratique justement à l'école ? Alors on s'adresse aux enseignants. Ouais. Jusqu'à présent aux enseignants de CM1, CM2 à la rentrée CE2 en plus, et on propose en fait essentiellement un programme qui se déroule sur pratiquement toute l'année scolaire et qui s'articule en 2 temps. Je vous parlais de citoyenneté éclairée et engagée. Alors dans ce programme, on a un parcours sensibilisation et un parcours action. Donc on apporte toutes les ressources pédagogiques nécessaires pour que l'enseignant puisse mener à bien ce programme. Et puis dans les REP, REP+, cités éducatives, zones rurales, là où il y a le moins d'offres pédagogiques innovantes, on intervient nous-mêmes pour apporter du renfort aux enseignants et les aider à mener tout ça à bien. Mais ça veut dire quoi ? C'est une collecte alimentaire ? Alors, ça se passe comment ? On a toute une partie donc, de sensibilisation où les enfants font d'abord l'expérience de l'empathie. Et ils découvrent que l'autre n'est pas soi et qu'il n'a pas les mêmes attentes que soi. Ensuite, il découvre ce que c'est que la philanthropie, ce qui n'est pas forcément acquis pour tout le monde, bien évidemment. En termes philosophiques, en termes sociétal, sociologiques ? En termes de vie quotidienne, tout simplement. Okay. Alors, ils découvrent que parfois, ils sont déjà des philanthropes avec leurs parents, et puis souvent pas encore. Vous vous sentez philanthrope ou pas, Mickaël ? Je crois être philanthrope. Vous aimez votre prochain. J'aime mon prochain, évidemment. Vous avez appris ça à l'école ou c'est plutôt par votre famille ? Je pense que c'est quelque chose qu'on apprend dans les valeurs, dans nos valeurs personnelles, familiales, plus qu'à l'école en tous les cas. Est-ce que c'est le rôle de l'école finalement de prendre le rôle des parents ? Alors moi je suis persuadée que oui. Alors on parle de coéducation et puis c'est des allées et venues sans arrêt entre la cellule familiale et l'école, et je pense pas qu'on puisse hermétiquement fermer les deux sphères, et je pense que l'école a son rôle là-dedans, parce que c'est pas seulement apprendre à donner ou apprendre à aider, c'est quand même l'acquisition de nouvelles compétences. Quand les enfants gèrent un projet, je vais vous dire lesquels, bien sûr qu'ils apprennent
du coup à se répartir les rôles, à s'organiser, à planifier, etc. Et ça, pour moi, c'est de l'ordre de l'école. Alors tout à l'heure, vous m'interrogiez sur le fait qu'il manquait peut-être quelque chose à l'école à l'origine. Je pense qu'il manque encore quelque chose de plus affirmé à l'école sur l'acquisition de ce qu'on appelle malheureusement ces soft skills, en tout cas ces savoir-être, savoir-faire qu'on développe encore trop peu et qui devraient être des pédagogies plus ancrées dans l'éducation nationale. Je vous ai entendu à 2 reprises insister sur le fait que les élèves au sein de votre école, que c'était volontaire de leur part. Je vous ai entendu répéter ça à 2 reprises. Ça veut dire que finalement, c'est quelque chose qu'ils ont déjà en eux, finalement, la philanthropie. Alors ça, c'est quand ils arrivent une au sein bonne de l'école. Question. Alors, on vous demandait tout à l'heure si vous étiez philanthrope. On l'est presque à la naissance, en fait. Et en fait, par exemple, un bébé, après quelques heures de vie, il a déjà une empathie visuelle. Il analyse, il reconnaît les émotions dans ce qu'il voit, notamment chez ses parents. Et puis, par exemple, à 3 mois, les enfants peuvent choisir quand on fait une expérience, pour le coup, sociologique et psychologique, peuvent choisir entre 2 marionnettes qui font le bien et le mal, choisissent spontanément celle qui fait le bien, celle qui est dans une situation d'aide. Et puis figurez-vous que c'est l'éducation qui pervertit tout ça. Parce que jusqu'à 2 ans, un enfant fait le bien ou est dans une relation d'aide de façon tout à fait spontanée. Et puis, il y a un moment où on le récompense parce qu'il a bien fait les choses. Et parfois, il ne comprend pas. Quand il a moins de 2 ans, il ne comprend pas parce que c'est quelque chose de naturel. Et à force de conditionner cette spontanéité, finalement, cet altruisme naturel disparaît. On est naturellement bon. On est naturellement bon. Je ne sais pas si Rousseau serait forcément d'accord. Non, mais c'est très important de le redire aux enfants parce qu'on n'est pas mauvais, on le devient. Absolument, absolument. Ouais. Et voilà, c'est à nous d'essayer de reconstruire ça avec l'école, avec les parents. On essaie de s'adresser aux familles aussi et de retisser ce lien de l'ouverture à l'autre. En fait. Alors, comme le temps presse, j'aimerais discuter des heures avec vous parce que j'ai l'impression qu'on a plein de choses à se raconter. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir les projets que vous proposez pour l'école. Qu'est-ce qui se passe en classe une fois que les élèves ont été sensibilisés? Donc, ils choisissent en fait la cause pour laquelle ils aimeraient se mobiliser. Très vite, santé, éducation, pauvreté, il y en a d'autres. Et on les met en lien avec une association. Et c'est là qu'effectivement, ils vont mener des projets solidaires à hauteur d'enfants. Et c'est très varié. Ça peut être la création de flyers ou d'affiches pour aller sensibiliser le quartier aux missions de l'association. Ça peut être enregistrer des histoires au profit des aînés d'un EHPAD ou aller chanter et danser avec les aînés. Et puis, c'est un exemple que j'aime beaucoup et qui me semble très fort. J'ai en tête une école parisienne qui avait travaillé avec l'association Hors la rue, qui avait besoin de s'adresser à ses bénéficiaires dans la rue, dans leur langue d'origine, pour leur demander ce dont ils avaient besoin, comment ils allaient, etc. Et donc, les enfants avec l'association sont partis avec toute une liste d'expressions. Il se trouvait que c'était une école qui comptait une 20aine d'origines différentes chez les enfants. Et donc, les enfants sont allés avec leur petit registre d'expressions voir leurs parents pour aller leur demander de les aider à traduire ces expressions de la vie courante, ce qui a permis de valoriser la culture de chacun, de rapprocher les parents de l'école, et puis voilà, ça avait une vraie utilité pour l'association. Et voilà, en ce moment, on a des enfants qui sont en train de s'entraîner pour aller convaincre les commerçants de leur quartier d'accueillir les Parisiens qui le souhaitent et qui souhaiteraient remplir leur gourde d'eau. Ah oui, voilà. Formidable, avec une eau qui est quand même tout à fait bonne, l'eau de Paris. Exactement. Je ne le pensais pas et j'ai encore relu des tas de choses dessus. Exactement. Non, je l'ai goûté depuis longtemps, mais je ne pensais pas qu'elle était si bonne. Donc voilà, en qualité, elle est formidable. Petits citoyens engagés. Écoutez, c'est formidable, l'école de la philanthropie. Merci beaucoup, Carole Rémini. Je vous propose qu'on regarde ensemble, si vous êtes d'accord. On a une petite tradition ici dans le Grand JT. On demande aux enfants chaque semaine, on leur donne la parole. Et là, cette semaine, on leur a demandé ce qu'ils aimaient regarder à la télévision. Et je pense qu'en termes sociologiques, c'est vachement intéressant. Regardez. Adèle, est-ce que tu regardes la télévision ? Oui, un peu. Oui, un peu souvent, mais j'essaye d'arrêter un peu. D'ailleurs, tu regardes la télé sur quoi comme support ? Dans le salon, sur le câble. Netflix, un petit peu. Je regarde sur la télé, je regarde sur Netflix. Plutôt des trucs rigolos.
Des dessins animés? Oui. Des séries et parfois des films. Elle t'autorise à regarder la télé combien de temps par jour? Je sais pas. Une demi-heure, ouais. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours? Ouais. Pas quand tu es à l'école. Pourquoi tu essaies d'arrêter? Bah parce que moi je regarde un peu trop les écrans, mais du coup en fait j'ai envie d'arrêter pour pas avoir mal aux yeux et mal à la tête et pas être malade. C'est ça l'éducation. Peut-être qu'il n'aurait pas pensé ça s'il avait 2 ans. Se poser la question de devenir malade en regardant l'écran. Voilà, il a déjà beaucoup de recul sur ses pratiques, mais qu'il demande à sa prof de nous contacter, de contacter l'école de la philanthropie. Et on le décrochera des écrans bien volontiers pour le ramener à la vraie vie. À la vraie vie, c'est-à-dire aider les enfants malades, se poser des questions effectivement sur l'autre de manière bénéfique. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous, Carole Rimini. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de l'école de la philanthropie. Merci. Merci à vous. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier et c'est Guillaume Batz qui a répondu à ces questions. Regardez. Si tu le veux bien, on va se pencher un peu sur l'école d'aujourd'hui. Penchons-nous. Alors, donc on l'a dit, tu n'y es plus depuis 2008. Ouais. Est-ce que tu trouves quand même, de ton point de vue, qu'il y a eu un changement dans l'école telle qu'elle est aujourd'hui? Alors, de ce que je vois, de ce que je perçois, je me dis que je trouve qu'il y a plus d'inégalités aujourd'hui. Ah, plus qu'avant? Non, mais dans les niveaux sociaux, par exemple, je pense que il y a les zones prioritaires, les grandes écoles. Je trouve qu'on met vachement les gens on essaie vachement de ranger les gens par niveau au lieu de mixer un peu tout ça et de s'enrichir de tous. Mais puis je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui est beaucoup plus violente que elle peut être plus belle et plus violente à la fois. C'est-à-dire que l'éducation, c'est vraiment un truc qui forme un homme, qui forge un homme, pardon. Et quand dans ton foyer, tu as des problèmes d'autorité avec tes parents, de problèmes d'éducation, tu n'as pas les bases, ça se ressent forcément à l'école après. Donc, l'école, c'est un espèce de révélateur parfois d'un manque que tu as à la maison, quoi. On demande parfois aux profs d'être des parents, finalement, de faire un peu le rôle des parents, de jouer un peu le rôle de parents. Et donc c'est pour ça que les profs, moi, c'est des gens que j'admire, parce que... De toute façon, on sait, tu es resté en contact avec ta prof. C'est vrai, mais c'est vrai. Elle a pu te tenir informé, d'ailleurs, du coup, de l'évolution. C'est vrai, mais franchement... moi, je trouve que le prof, c'est un bon métier. Et l'école, on gueule un peu souvent quand même en France, on sort plein de choses, mais je trouve que malgré tout, on a quand même un bon système scolaire, on a un bon système de santé. Alors, tout n'est pas parfait, mais moi, je suis fier d'avoir été à l'école de la République. C'est français, madame. Et l'école de demain, comment tu la vois? Franchement, je ne sais pas. Beaucoup plus numérique, je pense. Ouais. Moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut juste... l'arrivée du numérique, c'est bien, mais il ne faut juste pas perdre quand même l'humain, quoi, dans tout ça. Il faut garder, il faut faire un mélange des deux, quoi. Mais ouais, donc plus numérique, plus moderne, plus... Je sais pas... un jour, ça trouve, on aura des puces dans la tête. Mais non. Et on nous rentrera toutes les connaissances et on sera hyper calés. Bien sûr. Et sinon, peut-être plus de théâtre, plus de... Ouais, aussi, mais le théâtre, moi, je pense que le théâtre à l'école, c'est génial, parce que ça quand je te parlais de mixité sociale, le théâtre, c'est génial, parce que ça permet de faire jouer des enfants ensemble, de niveaux sociaux différents, de cultures différentes, et aider les plus introvertis ou les pour plus... la confiance en soi. Exactement. Ça donne une confiance en soi incroyable. Bah, c'est parfait pour nous, parce que c'est déjà la fin de l'émission. Oh non, c'est déjà fini. J'aurais voulu que ça dure toute la vie, Malika, avec toi.
Oh, toute la vie, c'est un peu long quand même. Ouais, on s'ennuierait à la force. Hein. C'est vrai. Allez, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir partagé avec Malika. nous tous ces souvenirs. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt. Merci Malika, merci Guillaume Batz. Tout de suite, c'est l'heure du meilleur de School TV avec le Zap. Je vous propose quelques secondes, vous le disiez, il y a un blogueur, alors c'est en anglais, mais qui a essayé à partir d'un programme de reproduire un texte dans le regard d'un 10. On va voir à l'image ce que ça donne, si ça peut vous... Voilà. Et donc en fait, un chercheur qui a fait ce travail-là, voilà, si vous essayez de lire, alors on parvient à deviner, mais tout est compliqué, et il faut un effort de concentration assez considérable pour réussir à déchiffrer. On parle là maintenant des traits communs, j'allais dire positifs, et vous le disiez tout à l'heure, un art du contournement pour masquer le problème, ça leur a, et ça quasiment tous le disent aussi dans votre livre, ils ont appris à changer d'angle. Est-ce que ça rend créatif ? Alors, il y a la capacité créative qui sort chez beaucoup de gens. Il y a le fait d'avoir cette espèce de sens de la représentation dans l'espace qu'on peut avoir effectivement avec quelqu'un comme Léonard de Vinci qui était complexé par son écriture, mais qui arrivait à se représenter les choses visuellement. Et juste, alors dans le visuel, par exemple, Mohamed Ali ou les champions du monde de Formule 1, je pense à Lewis Hamilton, mais je mentionne aussi que Jackie Stewart et puis un autre dont j'ai oublié le nom, était aussi dyslexique. Et en fait, il semblerait, en Formule 1, comme pour Mohamed Ali, qu'il y a une capacité à détecter des espèces de signaux visuels bien plus rapidement que les autres. Et à décomposer différemment. Et puis aussi, ce qui rend créatif, d'après Jacques Dubochet, le prix Nobel de chimie, il dit en fait, quand les gens voient et lisent de la même manière, ils cherchent de la même manière. Et nous, comme on ne voit pas les choses de la même manière, on ne cherche pas pareil, et donc on découvre plus facilement des choses. Donc ça, c'est la grosse différence déjà avec la France, collège et lycée ensemble. Quel autre aspect vraiment différent de la France vous a marqué, vous, quand vous êtes arrivé en Espagne ? Alors, il y en a plusieurs. Le premier, je pense que c'est les horaires qui sont vraiment différents. C'est-à-dire que nous, en France, on va commencer les cours, par exemple, au lycée à 8h et finir vers 17h, 18h. Ici, en Espagne, ils vont commencer à 8h du matin et finir vers 14h, 15h. Moi, en tout cas, je finis à 14h20 au plus tard. Donc, je trouve déjà que c'est très, très bien parce que ça laisse aux élèves le temps de faire des choses l'après-midi, aussi de faire leurs devoirs correctement, plutôt que de rentrer à 19h et devoir faire leurs devoirs jusqu'à, je sais pas, 22h, 21h, je sais pas. Et une autre différence, c'est la relation entre professeurs et élèves qui est très différente. Ma première classe que j'ai donnée en Espagne, j'étais très étonné parce que les élèves m'appelaient par mon prénom et me tutoyaient, ce à quoi je ne m'attendais pas. J'ai pensé que c'était parce que j'étais très jeune, ce qui en fait n'est pas le cas. Ils tutoient et appellent par leur prénom tous les professeurs qui faisaient 20 ans, qui faisaient 30 ans, 40, 50 et ainsi de suite. Donc c'est assez perturbant, mais je trouve que c'est bien dans le sens où ça permet de créer une relation de confiance plus facilement avec les élèves. Si je comprends bien, je suis un enfant, j'ai un handicap visuel, je suis malvoyant ou je suis non-voyant même. J'arrive sur l'application. Comment est-ce que je vais être guidée dans mon exercice de mathématiques par Eva ? Donc, quand vous arrivez dans Maths Vocales pour non-voyants, la première chose, c'est que Eva va vous faire une évaluation des connaissances. À partir du moment où, avec des quiz vocaux, Eva va voir à peu près quel est votre niveau de mathématiques, il va construire un programme personnalisé pour ensuite suivre une progression de façon à ce que l'enfant puisse s'approprier déjà le concept, donc interagir en vocal avec un personnage vocal. Évidemment, il n'est pas représenté graphiquement dans l'application, et derrière progresser en maths avec des exercices de plus en plus difficiles, évidemment.
Ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est de permettre aux malvoyants d'utiliser le peu de vision qu'ils ont. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que les malvoyants mettent un point d'honneur à utiliser le peu de vision qu'ils ont. Donc on a fait une interface graphique à fort contraste chromatique, donc avec du blanc sur fond noir, enfin des choses qui permettent effectivement à ces enfants de voir quand même un minimum de choses, et derrière de les engager effectivement dans une progression autour des mathématiques du primaire, donc calcul mental, opération. Voilà, on a vraiment focalisé notre programme sur ces 2 thèmes. Dans les forces, donc cette créativité, cet art du changement de regard, il y a aussi un désir de revanche. Parce qu'ils en ont un peu bavé, beaucoup en parlent quand même. Oui, et puis vous avez bien eu, finalement. Le fait de vouloir se prouver qu'il y a des choses qui marchent. C'est-à-dire qu'ils ont tous ce déclic à un moment. Franck Gastambide, l'acteur, c'est quand il démarre en faisant du dressage d'animal, il dit, mais tout d'un coup, je découvre qu'il y a quelque chose pour lequel je suis bon. Et ils ont presque tous ce truc-là de dire, en fait, je croyais que j'étais nulle, et là-dedans, je suis très bon. Et je le montre aux autres. En termes de langue, donc nous, c'est vrai qu'on fait beaucoup espagnol en LV2, puisqu'en LV1, c'est anglais. Comment ça se passe en Espagne, l'apprentissage des langues? Est-ce que le français a sa place comme l'Espagne ici ou pas? Alors, ça va dépendre des zones. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à Burgos, en plus, on m'a donné en charge des classes bilingues. Donc, il y avait déjà un très bon niveau qui avait pour la plupart commencé à 6 ou 7 ans, donc très jeune. D'accord, oui. Après, ici, c'est très différent à Majorque parce qu'ils ont une langue supplémentaire qui est le catalan. Donc, ils sont pas autant intéressés que dans les communautés où il n'y a pas d'autres langues. Oui, ils parlent en plus, ici, voilà, comme ils ont déjà l'espagnol et le catalan, après, au final, pour eux, prendre allemand... l'anglais, déjà, pour eux, ça va être la 3e langue, pas la 2e. Ensuite, ils ont le choix entre français et allemand. Et c'est assez partagé entre les deux, puisque c'est une île très touristique, et à Majorque, il y a énormément de touristes allemands, donc ils vont plutôt avoir tendance à prendre l'allemand, je pense, pour le futur, on va dire. Les innovations que vous mettez au point justement avec votre start-up spécialiste de l'IA émotionnelle, spécialiste aussi de l'interaction vocale, vous le rappeliez, c'est de mettre au point des innovations qui vont servir dans la vie pour de vrai, si j'ose dire, à la fois dans nos vies numériques, mais dans nos vies réelles qui ont un impact très concret. C'est le cas justement avec cette application, avec Math Vocal. Oui, effectivement, l'éducation des enfants, c'est quand même un enjeu majeur, quoi, hein, et c'est vrai que par rapport au handicap visuel, rien n'est fait pour que les enfants puissent être autonomes dans l'éducation à l'aide des outils numériques. Donc les enfants se font aider par des spécialistes, mais derrière, en termes d'autonomie, on ne peut pas dire qu'il y ait pléthore de solutions aujourd'hui dans les outils numériques. Et c'est ce qu'on a essayé justement d'initier, quoi. Hein, et effectivement, bon, cette application, elle est disponible sur l'App Store gratuitement, puisque l'UNADEV nous a aidés à financer ce projet. Donc c'est un peu le deal avec l'UNADEV. En gros, ils nous aident à financer le projet. En contrepartie, on la met gratuitement à disposition des aidants, des enseignants et évidemment des enfants. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT, Mickaël. On se retrouve lundi. Avec plaisir. Merci à toute l'équipe de School TV. Merci au réalisateur Raphaël Morel. Merci au son, c'était Mickaël Fristo, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction. Canal 247 sur les Freebox. Schooltv.com pour nous retrouver. Et à lundi, bon week-end, ciao.